Découvrir Paris, autrement qu'à hauteur d'homme, est un privilège rare. Pour des questions de sécurité, le ciel de Paris est interdit. Ce survol est donc exceptionnel à plus d'un titre. Vue du ciel, la ville lumière se dévoile avec ses grandes avenues, ses boulevards si singuliers et ses monuments visités chaque année par plus de 30 millions de touristes. Un peu partout, Paris offre un visage plus insolite. Une invitation à l'école buissonnière pour sortir des sentiers battus, des images cartes postales et des guides touristiques. Une balade avec Laurent, le couvreur, qui passe ses journées à rafistoler les toits en zinc qui recouvrent la plupart des immeubles parisiens. Au niveau du métier, je pense qu'en arrivant sur les toits de Paris, j'ai découvert vraiment le métier que je voulais faire, quoi. Un voyage au-dessus des toits avec tous ceux qui ont décidé de se réapproprier les hauts lieux de la capitale, comme Dominique et son jardin potager entièrement bio. Nous avons une maison de campagne et donc j'apporte les salades et les raisins de Paris à manger le week-end dans la campagne. Ou encore André, l'héritier d'un restaurant légendaire qui profite d'une vue exceptionnelle sur Notre-Dame. Ça fait partie des cadeaux de cette maison que de pouvoir profiter d'une vue comme celle-là. Et croyez-moi, on n'est jamais blasé. Paris leur appartient, à eux comme aux architectes ou aux historiens de Notre-Dame de Paris ou des Invalides. À travers leur travail, ils nous proposent un autre regard sur les monuments et leurs histoires qui, tous, racontent la grandeur de Paris et de la France. Paris devient une nouvelle ville au milieu du XIIe siècle. Et à ce moment-là, on construit une cathédrale pour matérialiser en quelque sorte la naissance de cette nouvelle urbanité. Et il faut une grande cathédrale. Beaucoup de gens viennent d'ici, hein. Ici même, personne. Au Lanternon, de temps à autre, oui. Et encore, c'est très très rare. Et nous sommes précisément personne. Tous, à leur manière, nous invitent à prendre de la hauteur et à emprunter les toits de Paris. Dès qu'il en a l'opportunité, Thomas arpente les toits de Paris à la recherche du meilleur spot, du belvédère où il pourra capter la lumière et l'âme de la capitale. Hop là! Classe! En fait, je pense qu'il y a 3 professions qui ont de la chance, qui profitent des toits. Il doit y avoir les couvreurs, après il y a les ramoneurs, et puis il y a ceux qui viennent, les antennistes, je sais pas, ceux qui viennent réparer les antennes. Bon, on va shooter un petit peu là. Je vais aller vite fait voir là, savoir si on peut faire des plans. Ah, c'est vraiment sympa, quoi. Il n'y a pas un nuage. Ah, c'est sympa, hein. Je pense des photos comme ça, pas grand monde en a. Hein. C'est sympa de mettre des petits mots dans les gens, des mots gentils. Le Père Noël n'existe pas, mais les photographes existent. Des trucs comme ça qui seraient sympas, qui feraient sourire les gens. Lui, l'enfant des montagnes, ne peut imaginer un tel travail sans flirter avec le vide.
Mais Thomas ne s'aventurerait pas ici s'il n'avait l'expérience de la haute montagne. Ivresse des hauteurs qui l'emmène sur des chemins de traverse pour un pari audacieux. On parle souvent de la mort en me disant je prends beaucoup de risques. Je pense que de toute façon tout le monde a un rapport avec la mort et avec le risque. C'est juste qu'effectivement, moi je croise la mort un petit peu plus souvent. C'est pas pour dire que je l'invite chez moi, mais en tout cas, je la vois un peu plus régulièrement que les autres. Mais ça veut pas dire que je vais me jeter dans ses bras, justement. Je tiens ma distance. Et le fait que je l'ai d'un côté, ça me pousse à plus ou moins aller de l'autre côté. Photographe amateur et funambule, Thomas profite de cette vie, suspendue au-dessus de nos têtes. Notre voyage se poursuit, toujours à la rencontre de ceux qui ont fait des toits de Paris leur univers quotidien. C'est à proximité du Sacré-Cœur et de Montmartre que nous allons retrouver ces compagnons du devoir qui donnent une nouvelle jeunesse à la capitale. Comment? Il suffit de suivre Laurent. Avec son équipe, il doit refaire la toiture de cet immeuble de la fin du 19e siècle. Eh oui, voilà mon bureau. Au niveau travail, c'est quand même très agréable, hein. Au niveau de la vue, une vue surtout aujourd'hui sur un chantier comme ça, une vue en 360, c'est quand même sympa. C'est quand même repris dans toutes les publicités, dans les films. C'est quand même c'est connu dans le monde entier en plus, hein. Les toits de Paris, c'est assez reconnu. Depuis des générations, ces couvreurs frappent, taillent, découpent et cisaillent le zinc, l'ardoise ou le plomb. Des matières nobles qui sont l'âme de Paris. Sous la charpente en bois, quelques surprises parfois. Des bouteilles vides, des objets divers et des outils de leurs prédécesseurs. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est une bouteille de... Ah ouais. Déjà, ils ont laissé leur vieux balai, était foutu, du coup ils l'ont mis dans les combes. Et on fait souvent des découvertes comme ça? On va dire un coup de chance ou malchance, mais il est possible de trouver des outils, hein. Ça c'est un coup de chance. Le couvreur, c'était une malchance pour lui, celui faisait tomber son outil à l'intérieur, s'en apercevait pas. Après c'était recouvert et après c'était pour les prochains. Ah bah ça c'est sympa aussi. Ça c'est vraiment un ancien couvreur qui avait dû laisser tomber sa batte. Ça c'est vraiment fabrication maison, hein, c'est pas forcément... Ah, d'ailleurs on voit bien, chaque couvreur souvent fait sa marque sur son outil. Donc là on voit un M, donc on suggère ce que l'on veut, soit Marc ou Maurice, ce que l'on veut, hein. Voilà. Ça c'est sympa ça. Momo? Oui. Viens voir, il y a un truc intéressant là. Tu pourrais faire voir la batte Voilà. On peut s'apercevoir que 40 ans après, le couvreur refait sa marque aussi. On retrouve la même. Mon collègue, c'est Momo, Mohamed. Donc voilà. Comme si d'une génération à l'autre, les couvreurs se passaient le relais. Une confrérie qui a ses codes, ses usages et ses rites qui se répètent depuis le 19e siècle. On va laisser un petit souvenir pour ceux qui vont démonter la toiture. Donc là, j'ai la couverture du Parisien du jour. Quand je démonte une ancienne toiture et que je trouve le journal du jour, je
trouve ça sympa, quoi. Je pense au couvreur qui a déposé ça juste avant de mettre son zinc neuf. Nous, on démonte le vieux zinc, donc. Et donc, on pense un petit peu à lui, quoi. Puis on laisse notre trace aussi à notre tour. Gardien et restaurateur de ce patrimoine unique, Laurent et ses compagnons savent qu'avec les années, leur travail subira les caprices du temps. On voit vraiment un zinc beaucoup plus récent ici, très brillant quand on le pose. Il devient gris foncé assez vite dans les années qui viennent avec l'oxydation, les intempéries. Et après, il passe vraiment au gris clair. Et quand il est vraiment gris clair, après, il arrive plus en fin de vie. Et tout ça en s'étalant sur une période, on va dire, de 30, 40 ans. C'est le baron Haussmann, sous l'impulsion de Napoléon III, qui, le premier, utilisera ce matériau pour coiffer les toits de Paris. Le drapeau est à un pays ce que les toits ou les monuments historiques sont à Paris. Un symbole et l'ADN de la capitale. Beaubourg, le Panthéon, l'Assemblée nationale, le Louvre et sa pyramide, nous remontons tranquillement le temps. Direction l'île de la Cité, où trône Notre-Dame, construite au Moyen-Âge, au XIIe siècle. C'est Benjamin Mouton qui veille sur cette grande dame qui vient de célébrer ses 850 ans. Combien de marches? Oh, il doit y en avoir 360, 370. Architecte en chef des monuments historiques, c'est l'une des rares personnes à pouvoir emprunter cet escalier. On est à quelle hauteur ici? On doit être à 32 mètres. On continue, on monte dans la flèche. Cette flèche était un ancien clocher qui a comporté jusqu'à 5 cloches. Elle domine les statues de cuivre vert de grisé des 12 apôtres. Mais plus surprenant, Viollet-le-Duc, l'un des prédécesseurs de l'architecte Benjamin Mouton, s'est fait représenter sous les traits de saint Thomas. Nous sommes ici à près de 90 mètres du sol pour une vue à 360 degrés sur Paris et son histoire. Alors voilà, la plus belle vue de Paris, côté est, avec la Seine qui est là, la ville qui se développe à l'est, au sud, au nord. Au XIIe siècle, Paris n'est pas construit là. Paris est construit au sud, un petit peu au nord et sur l'île de la Cité. Et Paris devient une nouvelle ville au milieu du XIIe siècle. Et à ce moment-là, on construit une cathédrale pour matérialiser en quelque sorte la naissance de cette nouvelle urbanité. Et il faut une grande cathédrale. Et la grande cathédrale, là voilà, c'est Paris. Et c'est la première grande cathédrale de l'Occident à la fin du XIIe siècle. Une cathédrale bâtie en pierre de taille avec une charpente en bois recouverte de 210 tonnes de plomb. Un matériau peu utilisé depuis, mais qui possède de nombreux atouts. Le plomb, c'est tout en douceur, c'est tout en souplesse. Même quand on passe la main dessus, eh bien, on sent que le matériau est souple. Et puis, il est plus chaud que le cuivre ou le zinc, parce qu'il a une inertie thermique qui est beaucoup plus forte. Et là, du coup, eh bien, quand on passe la main sur le plomb, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui se passe. Et c'est ça, c'est la magie. Benjamin Mouton reste admiratif du travail de ces anciens bâtisseurs qui, sans le moindre plan, ont construit un tel édifice. Il nous emmène ici dans un autre lieu interdit au public. Que d'endroits secrets, hein, faut avoir toutes les clés. Eh oui, C'est une chance. c'est une chance. Et heureusement, il y en a beaucoup moins qu'avant. Nous entrons là dans l'un des beffrois de Notre-Dame. Et là, vous avez le bois. Ces bois qui ont à peine travaillé, qui sont dans un parfait état, où on a encore les traces des compagnons
qui ont mis ces bois à plat pour les dresser, pour construire leurs assemblages. 25 mètres de haut, presque 60 tonnes de charge, beffroi par beffroi. Et là-dessus, 8 cloches au nord, 2 bourdons au sud, 10 cloches qui reconstituent la sonnerie de Notre-Dame, la sonnerie de l'Ancien Régime, et qui vient d'être remise en voie depuis quelques mois seulement. Monsieur Mouton, bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Ça va, merci. Bon, on monte pour Très voir. bien, oui. Allons-y. Ce sont les compagnons du Tour qui ont restauré et installé ces 10 cloches comme elles l'étaient au premier jour, ou presque. Alors autrefois, les cloches n'étaient pas électrifiées, évidemment. Et pour manœuvrer les cloches, les petites, c'était à la corde, et les grosses, la corde n'était pas suffisante, évidemment. Il fallait trop de force. Donc il y avait des espèces de pédaliers qui étaient posés là, sur le mouton. Et puis il y avait 4 personnes de chaque côté, et chacune appuyait à tour de rôle sur un pédalier. S'accrochait là, ça, et en avant. On appuyait sur le pédalier. Et alors, on allait chercher les bonnes volontés en bas de la cathédrale, dans la rue. Et puis après, ils avaient un bon repas, un verre de vin. Et puis, ils repartaient dans la rue. Et ces bonnes volontés, on les appelait des clochards, parce qu'ils manœuvraient les cloches, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on appelle maintenant... Voilà, là, on a tout Paris qui s'étale devant nous. Alors, l'histoire de Paris, on la voit par la structure des rues, mais on la voit presque aussi par la couleur des toits. Couleur rouge, brune, c'est les toits de tuiles. Les toits de tuiles, c'est probablement les toits les plus anciens. Ils apparaissent au Moyen-Âge, même avant, dans l'Antiquité, on a de la tuile. Puis après, on voit apparaître l'ardoise. L'ardoise, elle arrive par bateau, elle remonte le fleuve, ou elle arrive par charroi, elle vient d'Anjou, elle vient des carrières. Elle donne cette couleur gris-bleu qui est assez caractéristique. Et puis on voit sur la silhouette de Paris quelques taches vertes. Alors vous les voyez là-bas avec la Madeleine, vous les voyez plus près avec cette toiture qui est verte sur l'Opéra. Eh bien le cuivre, c'est intéressant, c'est un matériau qui est utilisé vers 1830, dans une période très très courte. C'est très curieux. Et il s'arrête en 1840 et alors là, on voit très très clairement qu'il qualifie une période, une petite fenêtre dans l'histoire de Paris et dans l'architecture de Paris. Et puis après, on voit apparaître le zinc, qui est ce gris un peu plus pâle. Et le zinc, il apparaît vers 1850. Tout Paris haussmann est couvert de zinc. Donc vous avez, dans la couleur de Paris, qui est plutôt grise, les petites taches brunes ou rouges qui identifient la tuile, et puis quelques éléments verts, et puis évidemment, le dôme des Invalides, le dôme de l'Institut, qui ont quelques éléments de dorure qui accrochent la lumière, mais qui sont extrêmement limités dans l'usage, limités à quelques édifices emblématiques. Le lanternon des Invalides, son dôme, visible de très loin, culmine à 107 mètres. Là aussi, l'entrée y est sévèrement contrôlée. Ce sont les pompiers de Paris qui possèdent les clés. Seul sésame qui permet de franchir la dizaine de portes qui mènent au sommet. Michael Blassel est l'un des guides conférenciers du musée. Il connaît toutes les petites histoires qui se cachent sous ce dôme des Invalides. Alors cette trappe donne accès à la cathédrale Saint-Louis et permettait d'envoyer la colombe, symbole du Saint-Esprit lors de l'office religieux. Il y a plein de petits secrets comme ça? Il y en a beaucoup, oui, oui. Vous en découvrez encore, vous? Oui, c'est tout le charme du lieu, justement. Des colombes, symbole de paix dans un lieu qui fut occupé lors de la Seconde Guerre mondiale par l'armée allemande.
Un autre témoignage de ces petits secrets de l'hôtel des Invalides, c'est ce témoignage justement, ce graffiti, daté de 1943, et qui témoigne d'un fait très méconnu de la Seconde Guerre mondiale, un réseau de résistance qui était hébergé ici même, dans l'hôtel des Invalides, qui n'était autre qu'une caserne de la Wehrmacht à ce moment. Au nez à la barbe des Allemands, des officiers anglais, américains ou canadiens vont vivre en toute discrétion pendant des semaines, parfois de longs mois, dans des caches dissimulées ici, sur les toits des Invalides. Donc c'est dans ce type d'endroit que se cachaient les pilotes alliés. On a vraiment beaucoup de mal à imaginer qu'en plein milieu d'une caserne allemande de l'armée régulière, la Wehrmacht, se trouvait justement ce réseau de résistance et ces pilotes qui étaient notamment dans cet endroit. Et qui leur apportait à manger? C'était monsieur et madame Morin, et en particulier madame Morin, que ces pilotes appelaient affectueusement Mammy Rabbit, maman lapin, parce qu'elle s'occupait de lapins justement pour les nourrir. Pendant 3 ans, ce sont plus d'une centaine d'officiers alliés qui vont vivre dans l'ombre, tels des fantômes. Ces pilotes pouvaient sortir de leur planque toute proche et pouvaient donc apprécier cette vue magnifique sur Paris avec la Tour Eiffel notamment qui se trouve devant nous. C'était l'occasion pour eux de prendre l'air tout en étant méfiants de toutes ces fenêtres et de délations éventuelles, ce qui s'est malheureusement produit en 1944 où un voisin a dénoncé ces allées et venues suspectes sur cette terrasse. Et le réseau de résistance est tombé. Monsieur Morin est parti en déportation et en est décédé. Seuls sa femme et sa fille échapperont au camp de la mort. À l'origine, au XVIIe siècle, l'hôtel des Invalides a pour vocation d'accueillir les blessés de guerre. À la fois caserne, hospice, couvent, il abrite également un hôpital. Et plus surprenant, ces fresques qui dominent le tombeau de l'empereur. Nous sommes sous la voûte et devant nous, nous avons donc cette coupole sublime ainsi que cette galerie des apôtres. Et en son centre, le tombeau de Napoléon, 80 mètres au-dessous, qui de cette hauteur a l'air bien entendu extrêmement petit, ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes de plein pied. On parle beaucoup de Napoléon Ier aux Invalides, par la présence de son tombeau notamment. Or, c'est bien avant le roi Louis XIV qui a ordonné la construction et qui a suivi tout l'ensemble de la réalisation et qui a inauguré ce dôme, cet hôtel des Invalides, en 1706. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il faut ouvrir des portes, encore et grimper. Des dizaines, des centaines de marches. Combien de marches, Michael? De marches, 482 marches, précisément. Pour la montée depuis le caveau des gouverneurs sous la cathédrale, 482. Vous méritez, hein, la vue. Oui, elle se mérite en effet. Là, on est quand même dans un site exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Peu de gens viennent d'ici. Hein. Ici même, personne. Au Lanternon, de temps à autre, oui. Et encore, c'est très très rare. Mais nous sommes précisément personne. On nous a dit qu'il y avait des chefs d'État qui étaient venus. Des personnalités politiques, comme les chefs d'État, en effet, oui. Alors, quel chef d'État est venu ici? Des chefs d'État de divers horizons géographiques. On n'a pas le droit de le dire? C'est confidentiel? Confidentiel, oui et non, mais ils tiennent une certaine discrétion. Un président américain, par exemple? Non. Russe? Non plus, non. Italien? On va tous les faire, vous savez. Là, en fait, quand on regarde, il n'y a que des feuilles d'or. Que de la feuille d'or, absolument. Oui. Et ça a été fait comment, alors, tout ça? Alors, c'est en 1989, pour la dernière restauration redorure du dôme. Et les restaurateurs ont pris chaque feuille d'or une par une, avec un pinceau spécial, posé sur la joue la feuille afin de créer de l'électricité statique, et ensuite poser la feuille en damier, une par une, 550 000 feuilles en tout, ce qui est énorme, ce qui correspond à environ 12,5 kg de feuilles d'or, et en volume c'est très peu, c'est l'équivalent de 75 centilitres. C'est une des plus belles toitures de Paris? Je pense, oui. Sans aucun... plus cher. Sans aucun doute. Nous voici enfin au sommet du Lanternon. Et de ce nouvel observatoire, Michael Blassel nous révèle une dernière anecdote sur l'un des pensionnaires célèbres des Invalides.
Alors dans cette petite cour devant nous, ce qui pourrait ressembler à une petite maison, disons, c'est l'ancien laboratoire de Parmentier, le célèbre Parmentier, qui travaillait à l'hôtel des Invalides, qui était apothicaire-major de cet hôpital. Et c'est notamment dans cette petite cour et dans la plaine des Sablons à Neuilly que Parmentier a expérimenté la pomme de terre et qui a testé si elle serait ou non comestible. Il est près de 20 heures. Paris s'offre alors sous ses meilleurs atours, du coucher du soleil à la tombée de la nuit. Depuis toujours, Paris inspire les grands artistes de ce monde. Cinéastes, poètes, musiciens, peintres. Paul Cézanne, pour ne citer que lui, de sa petite chambre de bonne, coiffait les toits à l'aide de son pinceau et les sublimait de couleurs et de grâce. La capitale et ses toits incarnent à eux seuls le romantisme à la française. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement d'une chambre de bonne que l'on admire la Tour Eiffel. C'est d'une terrasse bordée d'arbres et de plantes, cachée au beau milieu du béton. Ces lieux uniques ne s'offrent pas au premier regard. Il faut toujours prendre de la hauteur et débusquer ces petits coins de paradis. Des terrasses qui s'achètent ou se louent à prix d'or, comme cette suite royale d'un grand palace parisien. Bienvenue dans la suite Shangri-La. Une suite plutôt sobre de 200 mètres carrés. Là, nous arrivons dans la chambre, très très romantique. Une chambre avec vue imprenable sur la Tour Eiffel. Et là, nous arrivons dans la salle de bain, très lumineuse, et qui fait rêver tous les touristes qui viennent à Paris. Mais l'atout de cette suite se trouve à l'extérieur. Et donc là, nous arrivons sur la terrasse, qui offre une vue époustouflante, incroyable et unique sur Paris. La Tour Eiffel, qu'on peut presque toucher, tous les monuments parisiens, tout le parcours de la Seine. On voit les touristes qui sont en train d'admirer Paris depuis les bateaux-mouches. On a jusqu'à Montmartre. Donc c'est une vue dégagée, panoramique et unique sur Paris. Il faut payer combien la nuit pour un tel privilège? Il faut payer 20 000 €. 20 000 €. Et les clients, généralement, ils restent plusieurs nuits? On a des clients qui louent jusqu'à 2 semaines la suite, complètement. Soit près de 300 000 € pour un tel séjour. On a beaucoup d'acteurs qui se jouent dans cette suite, mais également des hommes d'affaires, des familles royales. On a tout type de clientèle. Alors, quelle famille royale, quel acteur? Ça, devoir de confidentialité, je ne pourrais rien vous dire. Rien ne me fera avouer. Un écrin qui sert également de décor exceptionnel à des demandes bien particulières. C'est une surprise en fait, la future épouse ne s'y attend pas et le client prépare en fait la demande en mariage avec l'hôtel qui s'arrange pour mettre en place à l'arrivée des clients ou après le dîner des clients sur le balcon, un arrangement avec du champagne, des pétales de rose, des bougies, un cadre très très romantique. Et la cliente arrive, découvre cela et la magie opère. Une magie qui opère pour 200 couples environ chaque année. Paris est la 3e destination touristique au monde. Retour dans le quartier de l'île de la Cité. C'est l'antique berceau de la ville de Paris que l'on appelait autrefois Lutèce. Les touristes s'y pressent pour visiter Notre-Dame et les fins gastronomes pour découvrir de grands restaurants étoilés. André Terrail a hérité de la Tour d'Argent et de sa terrasse où des abeilles travaillent pour ses clients.
Ça va Nicolas? Très bien et vous? C'est pas encore complètement du miel, c'est plus du nectar. Et là les abeilles sont en train de transformer le miel en nectar. C'est pour ça qu'elles ont la tête plongée. On voit même la langue là, qui sort. C'est quand même fantastique d'avoir son propre miel. Et quand on sert le thé au client, avec une petite présentation avec le pot de miel de la Tour d'Argent, des toits du restaurant. En fait, le client a une cuillère. S'il veut terminer le pot à lui tout seul, il peut. Mais il prend sa cuillère et il a le miel qui a été fait exactement un étage au-dessus. Donc c'est magique pour le client. Et en fait, le client, il faut qu'on lui fournisse des histoires comme celle-là. Du producteur au consommateur et un environnement propice à cette activité. Les abeilles, en fait, se portent très très bien en ville. Il y a plein de fleurs à disposition. Il y a les jardins devant Notre-Dame, il y a le jardin des plantes, il y a toutes les jardinières devant les appartements. Et en fait, elles ont vraiment de quoi faire. Et voilà, pour que le chef puisse goûter. C'est quand même extra. Il y a un peu de cire avec. Un mets délicat, produit en toute petite quantité et dont la dégustation s'apparente à celle des plus grands vins. Moi, ce qui est très impressionnant par rapport au miel qu'on peut goûter dans le commerce, c'est la complexité en fait. C'est la diversité des fleurs. Et puis il a vraiment une belle longueur en bouche, une belle tenue. Et puis surtout, il est magnifique. C'est top. Top, 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 top. Bon boulot, hein. Les abeilles sur les toits de Paris, une longue histoire qui commence encore avec Napoléon, qui autorise à l'époque seulement 700 ruches. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 150 environ. À Paris, il y a toujours eu des abeilles depuis le début de Paris. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a moins d'abeilles au jour d'aujourd'hui qu'avant. Nos arrière-grands-parents avaient tous des ruches au fond de la cour, tout simplement pour avoir du sucre, pour le café, pour la pâtisserie, etc. Et il n'y avait pas de sucre. Le sucre blanc qu'on a, le sucre de betterave, n'existait pas à l'époque. Le miel était indispensable, et les abeilles, pour pouvoir nourrir la famille. Aujourd'hui, ce miel est utilisé directement en cuisine pour sublimer les plats. Bonjour tout le monde. Le chef est là? Un nectar qui inspire visiblement le chef et toute son équipe. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Très bien. Bon, on va utiliser ça tout de suite. On va essayer de le travailler le plus simplement possible avec une petite brousse de brebis pour ressortir les parfums du miel. On va mettre quelques fruits à coque un peu torréfiés. Et là, le plus important. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Ça n'a pas l'air mauvais, hein. Là, on ne peut pas faire plus direct. Des abeilles à l'assiette. Excellent. Petite merveille. C'est une recette très sobre, mais très fine. Et je pense qu'il met vraiment en exergue la qualité et la complexité du miel qu'on peut avoir, encore une fois, un étage au-dessus. Des abeilles qui bourdonnent à 2 pas de l'île de la Cité, ou plus loin sur les toits de l'Opéra, de l'Assemblée nationale, ou encore du Grand Palais. Paris aurait à certains endroits des aires de campagne. Et si les abeilles ont trouvé un refuge fiable et durable, c'est qu'elles y trouvent leur compte. Depuis quelques années, des jardins suspendus fleurissent, ici et là. Nous sommes à 2 pas de l'église de la Madeleine. Dominique Hérault est l'heureuse propriétaire d'un duplex avec terrasse, ou plutôt un jardin extraordinaire. Chaque matin, nul besoin de se rendre au marché. C'est la cueillette du matin. C'est le bonheur de se dire que le matin, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. Qu'il y a la salade, ou la tomate, ou la courgette, ou les petites herbes pour le déjeuner, mon infusion de thym, de verveine. Le plaisir du matin. J'ai déjà des variétés qui sont faciles à cultiver dans la région, sur une terrasse, au vent, en fonction de l'orientation par rapport au soleil. Il y a également un pied de vigne qui produit près de 60 kilos de raisins chaque année.
Sur la terrasse, il y a aussi des pommes, des poires, en fonction de la saison, des dizaines de fruits différents, des légumes et des herbes, un verger et un potager à demeure. Alors regardez, en ce moment, c'est les mûres. Alors autant les framboises étaient en retard cette année, autant les mûres sont en avance. Je vous les ferai goûter, bien sûr. Hein. Vous allez voir, c'est un bonheur. Regardez la qualité des mûres. Regardez, c'est mon grand plaisir ici. De montrer que des choses improbables comme avoir des produits bio, c'est tout à fait possible, c'est cohérent. Alors moi, j'ai en plus un grand luxe, c'est que je ne cueille que celles qui sont mûres du matin, puisque je sais que demain matin, j'aurai l'autre arrivage. Regardez ce pommier comme il est généreux. Ces pommes deviennent complètement rouges, vous savez, comme dans Blanche-Neige. Chaque recoin de sa terrasse est exploité. Le moindre centimètre carré voit naître un fruit ou des fleurs. Et dans cet espace, il y a même un abri pour ses outils. Mais sa grande fierté, c'est qu'elle n'utilise aucun pesticide. Un jardin entièrement bio. Ici, tout est recyclé et transformé. Alors ça, c'est le compost. Alors ça, c'est celui qui est en train de se faire, en train de chauffer, parce que ça chauffe un compost, quand profondément c'est chaud. Et ça, c'est tous les petits déchets végétaux que je mets, aussi bien alimentaires que de mon jardin, parce que tout est bio, et qui va faire un futur compost. Et alors ça, c'est la grande victoire depuis 2 ans, c'est que j'utilise mon propre compost pour mon jardin. Et donc, c'est ça qui donne le petit sorte de complément d'âme à mon potager. Médecin homéopathe, elle n'utilise pas encore son jardin pour produire les plantes qu'elle prescrit à ses patients. Voilà. C'est la verveine citronnelle, ça sent un peu le citron, voilà. En revanche, elle y trouve matière à préparer sa journée de travail. Le matin, quand on a une profession comme la mienne, il faut donner ce qu'on a de meilleur aux patients qui viennent vous voir. Il faut donner son énergie, sa vitalité, son sourire, son positivisme. Et quelque part, on ne l'invente pas. Et moi, cette terrasse m'a beaucoup apporté. C'est une méditation. Alors souvent, je m'assois simplement le matin, 5 minutes, en la regardant. Et ça y est, c'est reparti pour une journée. Aujourd'hui, Dominique ne se voit pas vivre ailleurs et autrement. Petit déjeuner des champs, voilà. Pour elle, le lever du soleil sur le Sacré-Cœur ou le coucher du soleil sur les toits font partie de son équilibre. De ces moments magiques entre ciel et terre qu'elle n'échangerait pour rien au monde. Si Dominique Hérault a pu imaginer et créer un jardin potager sur sa terrasse, c'est grâce au concours d'un architecte paysagiste. Nous sommes chez Camille Muller, dans sa maison sous la forêt, comme il aime à définir son domicile. Tout l'intérêt de cette maison, c'est d'être tournée vers la végétation. Donc, ce qui est agréable ici, c'est ces bambous qui ont pris une grande dimension. Ils atteignent à peu près 9 mètres de haut. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir de la lumière, de la vue sur le toit. Pour les végétaux, c'est merveilleux, la lumière zénitale. Et ce qui est sympathique ici, c'est que l'on passe sous les plantes. Donc elles sont assez hautes et sur la mezzanine, ça libère de la place. Quand la première fois, en 1980, il découvre cet espace, c'est un atelier aux allures de grange abandonnée. Un véritable taudis. Il n'y avait là que ruines et poussières. Un chantier qui va durer des mois, des années. Camille, c'est exactement ce qu'il veut. Une maison avec une terrasse jardin, avec sur le toit une forêt suspendue aux zinc. Un cocon au cœur du béton parisien. C'est un privilège qui ne s'est pas fait tout seul. En fait, il n'y avait pas une seule plante ici.
Et j'étais un peu fou, j'ai commencé à investir tous les endroits, les coins, tous les supports. Et ça a dépassé mes attentes. La nature, elle s'installe assez facilement à Paris lorsqu'on s'en donne la peine. J'aime venir ici le matin avant d'aller au travail ou en fin de journée lorsque j'ai passé une journée assez difficile au bureau par exemple. Ça m'apaise énormément. Un jardin, une terrasse, c'est un moyen d'être en contact avec la nature. Une fenêtre sur la campagne où Camille et son épouse profitent de chaque instant. J'ai découvert au début qu'il y avait beaucoup de soleil sur le toit, donc je montais à travers une lucarne en montant sur un escabeau, sur un lavabo. Et petit à petit, j'ai réalisé que c'était le toit, la partie la plus intéressante de cet atelier. À Paris, ailleurs en France ou à l'étranger, Camille fait entrer la nature dans chaque maison ou chaque appartement que ses clients lui confient. Lui, le petit-fils de paysan, connaît l'odeur de la terre et le bonheur d'un jardin potager. J'ai toujours dit que Paris serait merveilleux sans voiture et j'ai l'impression que tout ça va se faire petit à petit. Donc il faut être utopique. Il faut être utopique. Il y a 30 ans, tout le monde rigolait quand on parlait d'écologie, de plantes. Et puis ça se fait petit à petit, un peu tardivement, mais ça se fait. Et donc ça donne beaucoup d'espoir en fait. Pour tous les Parisiens épris de grands espaces, la ligne d'horizon ne peut se réduire à ces immeubles de pierre et de zinc. Les cimes de la capitale recèlent bien d'autres surprises pour ceux qui daignent lever un peu les yeux. C'est le credo de Thomas, le photographe amateur, qui pose un autre regard sur la ville, avec cette sensation d'être parfois en équilibre entre ciel et terre. Tous les gens qui sont dans ce building, en gros, ils vont reconnaître, ou les gens qui vont Galerie Lafayette, ils diront comment il a fait pour prendre la photo d'ici, quoi. C'est là que tu vois les gens, ils lèvent jamais la tête parce que tu vois, typiquement, on serait dans en falaise. Les gens ils regardent toujours le haut de la falaise et ils diront oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Alors que là, tu vois, les gens, ils sont vraiment rivés sur la rue. Je pourrais peut-être rester là 1 heure et il n'y en a pas un qui remarquerait, quoi. Thomas n'est pourtant pas du genre à passer inaperçu. Adolescent, il se faisait déjà remarquer. En fait, quand j'étais petit, j'adorais escalader les cathédrales. Il y a tellement de statues et tout ça que je grimpais. Et à un moment donné, je me retrouvais un peu coincé pour redescendre. Et puis je me faisais bien engueuler par mes parents en entrant à la maison parce qu'il y avait les pompiers qui venaient me chercher, quoi. Un personnage quelque peu lunaire. Pourtant, Thomas garde bien les pieds sur terre quand il s'agit de pousser encore les limites. Depuis plusieurs années, il appartient à une nouvelle tribu qui investit les toits du monde entier. Dernier préparatif, sécurité maximale. Rien n'est laissé au hasard. Thomas est slackliner, une activité qui se pratique normalement en montagne, plus rarement en ville. Oh putain, je sais pas comment t'as foutu ça. Une discipline qui n'est pas à la portée de tout le monde. Seuls les professionnels peuvent s'aventurer ainsi au-dessus du vide. Bon, bah ça va être bon, là. Ah, elle est passée toute seule. On ne peut pas s'en aller, donc on est obligé de contrôler sa peur pendant toute la traversée. Et il n'y a pas un moment donné où on peut dire j'arrête. C'est quand on est dedans et on ne peut pas faire vraiment demi-tour, donc il faut aller jusqu'au bout. Cette spécialité, importée des États-Unis, se pratique de jour comme de nuit, avec au coucher du soleil
un moment magique. Ça, c'était un rattrapage in extremis. Moi, j'aime bien, avec les lumières, ça fait des jeux d'ombre. Au lieu d'avoir, par exemple, le soir, quelque chose de tout noir, ici, on a les lumières qui clignotent, on a des bureaux, on a les gens qui regardent au bureau, on a des ombres dans tous les sens. Et je crois que c'est toute l'originalité de le faire sur les toits de Paris. Et peut-être qu'on donne à Paris un visage moderne d'aujourd'hui, quoi, 21e siècle, où potentiellement, il y a des nouvelles choses qui se passent. Le funambule a d'autres projets, mais il n'en dira rien, car cette activité, si elle n'est pas interdite, n'est pas vraiment réglementée. Lentement mais sûrement, les Parisiens se réapproprient des espaces qui jusque-là étaient délaissés. Des toits, pas toujours accessibles. Mais des quartiers comme la Bastille ou Montmartre ont déjà fait leur révolution. Les toits se transforment en restaurants tendance ou en discothèque. Avant de se rendre à une soirée où ils vont mixer en live, les radis sanglants des DJ parisiens font une séance photo. Dernière touche de maquillage, et c'est parti pour une petite virée sur les toits. Alexandre ? Ouais? Ouais, je suis là. Tu crois qu'on peut marcher, là? Ouais. Tant qu'on saute pas, ça va. Bon, ok, d'accord. Pour cette séance, ils ont choisi comme décor les toits et le ciel parisien, sans oublier les radis, symbole de leur duo. Le mieux, c'est si tu finis avec la jambe droite sur le dernier truc. En fait, c'est plus facile en short qu'en pantalon. Alexandre ne paraît pas très à l'aise. Elles sont solides, les cheminées? Il faut dire que nous sommes à une trentaine de mètres du sol. La moindre glissade peut être fatale. Allez, c'est Quentin qui croque. J'aurais bien aimé que C'est toi l'arrête. le truc de radis soit au milieu, pile au milieu de l'arête en fait. T'es sûr que tu peux pas ou tu mets juste de la mauvaise volonté? Non, il a l'air de vraiment pas vouloir. Hein. Si, vous vous sentez bien là? Super, je serais rassuré avec un parachute, un truc de base jump, mais c'était l'un des arguments pour lesquels je me suis installé ici, parce qu'on l'a vu, est juste sublime. Ça permet de se dépayser, de changer d'horizon en 30 secondes. On rentre chez soi, on grimpe sur le toit, et puis c'est parfait, quoi. Équilibre instable, mais une telle photo sera unique. Si Alexandre a le vertige, ce n'était pas le cas de son aïeul, qui avait fait des toits en zinc son bureau. Moi, j'avais un grand-père qui était couvreur, donc ça me fait toujours plaisir de venir ici et puis de me rappeler un peu des histoires qu'on me racontait quand j'étais gosse. Notamment une fois où il est tombé du toit et il s'est rattrapé, grâce à son alliance, en fait, un crochet de maintien de tuile et c'est rentré dans sa bague et voilà, ça l'a sauvé. Donc voilà, c'est la petite légende familiale. C'est pour ça qu'on est venu, entre autres. Les toits, clairement, ouais, je pense, sont de plus en plus à la mode. Tous les lieux qui sortent un peu de l'ordinaire du club, en fait, tous les lieux qui décloisonnent la musique. Il y a un petit côté rooftop new-yorkais, on fait la teuf en plein air, c'est cool. C'est comme tu veux, Edouard. Et pour trouver cette ambiance new-yorkaise, il faut les suivre. Nous sommes sur une terrasse qui domine les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. Jusqu'au bout de la nuit, les radis sanglants vont enchaîner les morceaux. Comme à New York, les agences de communication investissent de plus en plus les hauteurs et dans tous les quartiers parisiens.
Dans le 20e arrondissement, depuis septembre 2013, il existe le Perchoir, un nouveau lieu de la nuit parisienne. Il est installé dans un immeuble des années 20 qui fut construit à l'origine pour fabriquer des matelas. Mais ici, pas question de dormir. Ça va mon petit JP? Ça va mon petit Fabien? Ça va mon choupinou? Bon, ça va, tout se passe bien? Adrien, il t'a rebaissé un peu le son, mais cool. Alexandre est le fondateur d'une agence de publicité en vogue. C'est lui qui organise cette soirée pour ses clients et ses partenaires. C'est un petit prolongement de vacances. C'est exactement ce qu'il nous fallait, qui nous permettait de faire une fête où on pouvait faire venir des amis, qui allaient s'éclater sur des projections sur les toits. Du coup, ça nous a permis en fait de découvrir une partie de Paris et de notre quartier, parce que c'est un quartier que moi je connais très très bien, mais vu d'en bas, et ça nous a permis de le redécouvrir de façon un peu extraordinaire, à la fois en plein jour, puisqu'on a la chance d'avoir des sublimes couchers de soleil sur le Sacré-Cœur, et ça nous a permis aussi de découvrir un Paris de nuit sublime et très intéressant. Ce soir-là, la capitale va prendre une autre dimension et d'autres couleurs. Une projection inédite que ces concepteurs veulent reproduire dans des lieux toujours plus insolites. Mais pour eux, le plus bel endroit reste les toits de Paris.